Enchaîner sur la deuxième présentation concernant le fonds obligataire domestique de la Banque africaine pour le développement. Et je demande à Monsieur Cédric Mbeg-Mezoui donc de rejoindre le plateau, s'il vous plaît. Cédric Mbeg-Mezoui qui va faire donc cette présentation est coordinateur de l'initiative des marchés financiers africains à la BAD. Il est de nationalité gabonaise. Il a cumulé plusieurs années d'expérience dans le secteur financier à Citibank et à la Banque africaine de développement. Il a dirigé plusieurs projets de financement structuré dont le premier fonds indiciel amélioré sur les obligations en Afrique. Il a contribué par ses écrits au niveau de plusieurs ouvrages et plusieurs revues spécialisées. Donc vous avez 30 minutes pour votre présentation. Merci. Merci. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Secrétaire Général de la CIMA, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des compagnies d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation en vos grades et qualités, chers participants. Augmenter le taux de pénétration de l'assurance signifie réduire davantage les risques et les incertitudes dans les activités économiques, c'est-à-dire accroître la confiance dans l'économie. Comme le dit Kenneth Arrow, prix Nobel d'économie, la confiance est une institution invisible qui régit le développement économique. C'est pourquoi le développement de l'industrie de l'assurance est un moteur fondamental pour la transformation des économies africaines. Mesdames et messieurs, nous allons présenter ce matin le Fonds obligataire africain, domestique africain, ADBF, African Domestic Bond Fund, que la BAD vient de mettre en place. C'est le premier fonds multinational indiciel qui couvre les marchés obligataires africains. La BAD vient d'y mettre 25 millions de dollars. Nous allons en discuter ce matin et nous allons demander aux assureurs et aux réassureurs de donner aussi une réponse du secteur de l'assurance par rapport à l'investissement dans ce fonds. Mais avant cela, nous allons planter un peu le décor macro assez rapidement, puisque M. Richard Loé l'a fait hier, et ensuite nous discuterons davantage du fonds obligataire domestique africain. Alors, nous avons cette couverture du magazine The Economist très intéressant. Vous voyez qu'en 2 décennies, la perception sur l'Afrique a beaucoup changé. On est passé du désespoir à l'optimisme. Et cela grâce à plusieurs facteurs. D'abord, une meilleure gouvernance économique et politique dans nos pays. Le dernier rapport de Mo Ibrahim indique que plus de 70% des Africains vivent dans des économies où la gouvernance a été améliorée. Bien sûr, on peut parler aussi de l'amélioration du climat des affaires, la construction des infrastructures. Dans tous les pays, vous voyez un effort sans précédent qui a été fait sur la dernière décennie dans les infrastructures. On voit des ports, des aéroports, des routes et aussi un accès encore plus marqué à l'énergie. Nous développons du secteur privé, bien sûr. Nous sommes ici avec les assureurs, les réassureurs. L'approfondissement du secteur financier et bien d'autres facteurs. Malheureusement, depuis le milieu de l'année 2014, on assiste à un effondrement des cours des matières premières, ce qui naturellement affecte
les pays exportateurs, naturellement, et particulièrement les pays exportateurs de pétrole. On regarde depuis 1999 un peu le cours des matières premières, pétrole et minerais. On voit qu'on est en train de redescendre au niveau 2007-2008 des cours mondiaux. C'est la même tendance sur les matières premières agricoles. Là, vous avez les tendances jusqu'à fin août 2016 et vous voyez qu'en dehors du cacao qui gardait un train assez positif, le reste des autres matières premières agricoles avaient un cours baissier. Mais parlons du cacao, depuis août, 32%, il y a une baisse drastique de 32% de ce cours sur le marché international. Donc globalement, les États africains se retrouvent avec moins de ressources pour assurer le commerce international. Les devises se déprécient par rapport au dollar, comme vous le voyez, sur la plupart des marchés. On voit, lorsqu'on regarde les états financiers de nos pays, des déficits budgétaires, des déficits de la balance courante. Et c'est dans cette situation que nous nous retrouvons depuis fin 2015. Alors, vous reconnaissez certainement Janet Yellen, qui est la présidente de la Réserve fédérale américaine. Elle succède à Ben Bernanke, qui a, via le quantitative easing, donc politique monétaire, assouplissement monétaire quantitatif, la Fed, a inondé le marché obligataire, le marché mondial de plus de 4 000 milliards de dollars sur la période après la crise financière. Donc, Yellen a remonté les taux directeurs à partir de 2015, décembre 2015, ensuite l'année dernière en décembre. Donc, un resserrement des conditions monétaires au niveau des États-Unis. Donc, ce qui a un impact sur la mobilisation des finances internationales. Regardons un peu les eurobonds des pays africains. Comme vous le savez, depuis la crise, plusieurs de nos pays sont allés sur les marchés internationaux pour lever les capitaux avec des intentions des investisseurs parfois 4-10 fois plus élevées que ce qui était demandé. Et depuis, là je vous demande de regarder les 3 dernières colonnes. Vous avez la colonne issue spread, donc lorsque les pays ont émis, vous voyez le niveau, la prime de risque, la perception du marché, la prime de risque par rapport au bond du trésor américain de même maturité, donc de 10 ans. Vous voyez le niveau, mais vous regardez au mois de février 2016, c'est-à-dire 3 mois après la première hausse des taux directeurs de la Fed. Vous voyez que pour certains pays, le taux, la perception du marché a complètement augmenté, parfois doublé. Donc la perception de risque est devenue encore plus élevée et du coup, il est plus difficile pour ces pays-là de lever des ressources sur les marchés internationaux avec des coûts intéressants. Nous avons mis la 3e colonne, c'est ce début de mois de février. Vous voyez que pour certains pays, on est revenu à des niveaux avant la première hausse, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que certains pays ont continué à assurer leur service de la dette sans problème. Mais vous allez bien regarder, et je pense que M. Stanislas Zézé, l'agence Bloomfield, en parlera davantage mieux que moi demain sur les agences rating. Regardez la 3e colonne, la 2e colonne, vous voyez les ratings des pays. Si vous regardez des pays qui sont 3B, en investment grade, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, la Namibie, regardez les conditions auxquelles ces pays empruntent sur les marchés. Très moins cher, et depuis la hausse des taux, encore bien moins cher, parfois à 185 points de base. Et si on regarde avec le pricing sur les marchés, un pays comme le Maroc va lever 1 milliard de dollars à moins de 3%. Ce qui n'est pas le cas des autres pays qui sont dans la catégorie dite spéculative avec des B, comme vous le voyez. J'ai mis en vert 2 pays alors, qui ont connu des expériences malheureuses l'année dernière. Le Congo, un défaut administratif, c'est-à-dire que le paiement est venu, il n'y avait pas un problème d'argent, mais le paiement est venu au-delà de la période qui était permise en termes de paiement de sa dette. Et le marché a réagi, donc ça c'est la perception que le marché a du risque du Congo aujourd'hui. Donc s'ils allaient sur les marchés, il serait difficile qu'ils sortent à moins de 13-14% pour lever le même montant. Le Mozambique, il y a des discussions, il paraît qu'il y a une dette qui a été cachée, et donc vous voyez le marché réagit assez violemment s'il devait repartir sur les marchés. Donc voilà, globalement, la situation dans laquelle nos pays se trouvent, et il faut noter que bien que les conditions de mobilisation des capitaux soient très difficiles maintenant aujourd'hui sur les marchés internationaux,
nous avons les objectifs de développement durable. Il faut bien pouvoir lever les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. On nous parle de 93 milliards de dollars pour les infrastructures, on nous parle de 25 milliards de dollars pour l'énergie, on parle des secteurs de l'eau et bien d'autres. Où allons-nous trouver les ressources financières pour faire face à ces besoins? Nous avons besoin de marchés financiers. Comme vous le savez, le marché obligataire permet de lever des ressources longues pour financer l'économie réelle. Nous avons besoin de construire des ports, nous avons besoin de construire des chemins de fer, et c'est le marché obligataire qui vous permet d'avoir des ressources sur 30 ans, 40 ans pour financer l'économie réelle. Comme vous pouvez le remarquer, les sociétés d'assurance et les réassurances jouent un rôle considérable. L'histoire des autres continents, des autres pays, montre bien que c'est grâce au marché obligataire bien développé qu'ils ont pu financer leurs activités, notamment l'économie réelle. Les chemins de fer aux États-Unis et bien d'autres ont été financés il y a plusieurs siècles grâce au marché obligataire. Alors, dans le domaine des assurances, nous avons à peu près 300 milliards de dollars sur les marchés, sur le continent. L'essentiel de ces ressources vient d'Afrique du Sud. Le taux de pénétration est d'environ 14%, le Maroc vient avec 3%, le reste du continent c'est entre 0,5 et 1%, ce qui est très faible. Donc, il nous faut faire des réformes. Hier, nous avons discuté ici des assurances obligatoires, nous avons discuté de l'approfondissement du secteur de l'assurance. Et c'est cela qui est important pour pouvoir financer l'économie réelle dans nos États. Il faut bien que face à des passifs longs, des ressources longues, nous mettons en face des passifs longs pour une meilleure gestion actif-passif. Aujourd'hui, nous utilisons nos ressources longues pour financer du court terme et mettre cet argent dans les DAT, et ça, ce n'est pas très intéressant pour nos économies. Au niveau des fonds de pension, nous avons environ plus de 430 milliards de dollars. L'essentiel de ces ressources, bien sûr, d'Afrique du Sud, plus de 300 milliards de dollars, avec des pays de la zone SADC, le Nigeria et le Maroc. Vous voyez bien qu'il y a encore des réformes à faire dans le reste des autres pays pour pouvoir avoir des ressources beaucoup plus importantes. Les fonds de pension, il y a environ 121 milliards de dollars. Les banques ont, au niveau des fonds propres de catégorie 1, à peu près 100 milliards de dollars, mais une capacité de crédit de plus de 1300 milliards de dollars sur le continent. Alors, il est important de rappeler que ces ressources-là, nous ne les avions pas avant. Au lendemain des indépendances, il n'y avait quasiment pas de système financier approfondi sur le continent. Nos systèmes financiers étaient même plus archaïques que l'Europe du Moyen-Âge. Aujourd'hui, depuis la fin des années 90, nous avons fait un travail remarquable, et cela doit être salué, grâce à tous les acteurs du système financier africain, l'écosystème financier africain. Nous avons tous fait un travail remarquable pour approfondir et mobiliser davantage de capitaux. Et il faudrait continuer dans ce sens. Regardons un peu le marché de l'assurance mondiale. On parle à peu près de plus de 4800 milliards de dollars. L'Europe vient en tête avec 35%, l'Amérique 33% et l'Afrique représente à peu près 1%. C'est ici le grand défi parce que nous avons, pour atteindre les objectifs de développement, pour atteindre l'objectif de l'Afrique en 2063, il faut effectivement que nous augmentions ce niveau pour retrouver les ressources longues qui financent l'économie réelle. Le prochain, ici, on a mis un slide pour montrer la part que les assureurs investissent dans les titres obligataires des États. Vous voyez bien la Suède, on voit la France, on voit le Maroc, on voit bien d'autres pays. Mais ne vous y trompez pas, lorsque vous regardez la part très faible aux États-Unis et dans d'autres pays développés. Ces marchés sont matures et les investissements qu'ils font, c'est des centaines de milliards dans le marché obligataire. Mais parce que la base d'investisseurs est très diversifiée, vous voyez une part très faible, ce qui n'est pas la même chose lorsque vous regardez le marché de la CIMA. Nous avons d'abord un taux très faible en termes d'investissement dans le marché obligataire et nous avons bien sûr un niveau de ressources dans le marché qui est aussi très faible. Donc il y a un travail considérable à faire ici et qui est très important pour la transformation de nos économies. Ici, nous mettons un peu l'état des marchés globalement. Ce qui est important à voir ici, c'est que les marchés
matures et les marchés émergents, vous voyez ce qui est requis en 2030 en termes de développement de leur marché action et leur marché obligataire. Mais regardez un peu la colonne d'à côté et vous allez voir que pour les marchés africains, on a près de 70% des émissions qui sont à moins d'1 an. Ce n'est pas en investissant à moins d'1 an qu'on transforme les économies, puisque nos besoins sont de long terme. Une carte qui nous permet de voir un peu l'état de nos marchés, c'est celle-là. On veut avoir, pour transformer notre continent, plus de rouge et de vert. Vous voyez que les marchés les plus avancés sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Aujourd'hui, en 2017, les pays dans lesquels nous pouvons émettre des bonds à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans sont l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Comment on va financer les centrales d'énergie? Comment on va financer les chemins de fer si nous ne pouvons pas lever des ressources à 30 ans? C'est cela que nous voulons pour transformer notre continent, c'est-à-dire que le défi, c'est que les places en blanc, ici, passent en rouge ou en vert. Ce n'est qu'à cette condition-là que l'Afrique 2035, l'agenda que nous nous sommes fixés, l'agenda de l'Union africaine en 2063, ne peuvent être des réalités. Sans cela, si nous sommes dans cette situation, nous ne pourrions pas atteindre ces objectifs-là. Ce que nous souhaitons, c'est que cet agenda de transformation de nos marchés soit un objectif global. Ce n'est pas seulement celui de la BAD, mais il doit être celui de tous les acteurs de l'écosystème financier sur le continent. La banque, face à ces manquements, a lancé en 2008 l'initiative des marchés financiers africains. AFMI a 2 piliers. Un pilier, base de données, renforcement de capacités. Mon collègue, M. Tonlé, qui est dans la salle, parlera davantage mieux que moi, qui est là pour donner une base de données fiable sur tous les marchés obligataires africains. Nous avons un réseau de 43 banques centrales, avec lesquelles nous travaillons, le Maroc et d'autres pays. Et nous nous réunissons régulièrement pour améliorer la qualité des données. Vous savez bien que les données financières crédibles sont consubstantielles à un vrai développement des marchés. C'est ce travail que nous faisons. Nous faisons aussi de l'assistance technique avec les banques centrales et les directions de la dette dans plusieurs pays pour améliorer la courbe des taux, les manières d'émettre les obligations. Tout ce travail-là, nous le faisons depuis plusieurs années. Et bien sûr, le deuxième pilier, sur lequel nous allons beaucoup discuter aujourd'hui, c'est le fonds obligataire qui vient d'être mis en place. Alors, le site web, je ne vais pas rester longtemps dessus. Mon collègue Tondé pourra mieux en parler que moi. africanbondmarket.org est un site très intéressant qui est un vrai outil en termes de diffusion de connaissances sur les marchés africains. Vous pouvez, il y a une version, il est dans les 2 langues, français et anglais. Vous pouvez le visiter. Alors, pour structurer le fonds obligataire africain, nous avons discuté avec l'écosystème financier sur le continent et hors du continent. Pourquoi il n'y a pas autant d'investissements dans les obligations en monnaie locale en Afrique? On voit un appétit très fort pour nos eurobonds, on voit des investissements de portefeuille sur le continent, sur le secteur minier, etc. Mais pourquoi pas assez d'investissements sur nos marchés obligataires? Alors, les marchés, la réponse des investisseurs, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique, nous les avons résumés ici. Il y a d'abord la question de l'accès. La question que se pose beaucoup, c'est est-ce qu'il y a même des marchés sur le continent en dehors de l'Afrique du Sud? Et lorsqu'il y a ces marchés, comment y accéder? C'est une vraie barrière pour beaucoup d'investisseurs. La question de la liquidité, dans la capacité d'acheter et de revendre. Est-ce que je vais rentrer dans un marché sans porte de sortie? Je vais garder le titre jusqu'à maturité. Donc cette question de la liquidité préoccupe beaucoup les investisseurs. La question de la régulation. Nous avons 54 pays sur le continent, nous avons à peu près 30 bourses, et nous avons dans ces pays-là parfois une réglementation à part pour tout ce qui concerne les titres obligataires. Donc voilà des défis que les investisseurs aussi ont relevés. La question du risque, comment il est apprécié, le rendement, comment il est analysé dans les différents marchés. La question du coût des transactions, combien ça coûte. Très souvent, ça coûte très cher. Donc il nous fallait structurer un produit qui va répondre à ces préoccupations des investisseurs. Alors la première étape, c'est que nous avons conçu une famille d'indices, ADBI, African Domestic Bond Index,
avec deux compartiments. Un compartiment qui est l'indice de développement des marchés africains, qui est sur le site. Vous avez le classement 2015 déjà sur le site. Le classement 2016 va être à la fin de ce mois. Il s'agit d'un classement des marchés africains. Ce n'est pas un classement des marchés qui ont les plus grandes émissions, non. Dans le cadre du sous-groupe de travail du G20, dans lequel la FMI représente la BAD et l'Afrique, nous avons travaillé avec les autres institutions pour mettre en place un diagnostic framework, donc un cadre d'analyse de comment les marchés doivent être construits, avec plusieurs critères qui touchent à la gouvernance macro, à la gestion macro, à la liquidité, aux infrastructures de marché. Tous ces paramètres que vous trouvez sur notre site de manière transparente nous permettent de faire un classement annuel. Et ce classement nous permet d'identifier les gaps et les challenges sur nos marchés et de pouvoir discuter, dialoguer avec nos États pour renforcer la condition des marchés. Dans le cas des pays de la CIMA, il y a toujours un problème qui se pose, c'est celui de la base d'investisseurs, qui est très concentré sur le marché bancaire, et donc nous voulons le diversifier davantage. Et puis il y a d'autres paramètres comme la question de la liquidité. Il y a aussi, bien sûr, l'indice de marché que je vais davantage présenter ici et qui va plus nous intéresser pour cette discussion. Alors, AFMI Bloomberg African Bond Index, ABABI, qui est un indice de marché. Nous avons, sur une base compétitive, travaillé avec les plus grands fournisseurs d'indices dans le monde et nous avons retenu Bloomberg. Alors, Bloomberg, avec sa méthodologie, nous sommes en partenariat, a construit cet indice que tous ceux qui ont un terminal Bloomberg, dont la plupart des investisseurs dans le monde, ont un terminal Bloomberg et peuvent avoir accès à cet indice. BADB, Go, vous tombez sur cet indice. C'est un indice qui capture les titres les plus liquides sur les marchés africains. Et dans le cas d'Ababi, les marchés qui ont été captés au départ sont celui de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria et du Kenya, au départ. Et plus récemment, donc l'année dernière, nous avons intégré la Namibie et le Botswana. Deux autres pays vont intégrer l'indice d'ici le mois d'avril et cette année, le Maroc devrait rejoindre aussi l'indice et l'équipe de Bloomberg travaille dessus. Donc nous, en tant que BAD, nous n'intervenons pas ici. Il faut que ce soit un indice de marché. Il faut que celui qui est à Londres, à New York, au Texas, à Tokyo ou quelque part à Casa ou à Tunis ou à Dakar, lorsqu'il veut aller avoir une exposition sur les marchés africains, regarde cet indice et voit les titres les plus liquides sur le continent. Donc nous avons structuré EDBF comme un fonds indiciel, coté en bourse, dont un ETF, Exchange Traded Fund, qui remplit, cette forme permet de répondre aux préoccupations des investisseurs. Parce qu'un ETF, c'est facile à utiliser, ça a des faibles coûts de transaction, ça a une diversification. En une seule transaction, vous avez une exposition sur plusieurs marchés. J'ai oublié de vous signaler que les 6 marchés que nous venons de citer représentent plus de 80% du marché obligataire africain en termes de volume. Donc en investissant sur cet indice, vous avez une exposition sur 80% du marché africain. D'ici la fin de l'année, avec le Maroc et les 2 autres pays, nous allons dépasser 90% d'exposition du marché africain. La transparence, c'est coté en bourse, donc ça va être visible et transparent. La liquidité, c'est très liquide et l'accès est facile. Donc voilà la forme qui permet de répondre globalement aux préoccupations des investisseurs et d'avoir un produit qui permet d'investir sur le continent africain. Monsieur Mesui, vous avez encore 6 minutes. Merci. Alors, voici un peu l'évolution du marché des ETF qui a été multiplié par 10 sur la période 2003-2015. Rapidement, ici vous avez toutes les informations sur le fonds que nous avons structuré. Il va être domicilié à Maurice. La bourse Maurice a l'avantage d'avoir des relations de double cotation avec la bourse d'Afrique du Sud, du Namibie et du Botswana. Nous travaillons actuellement sur un projet qui permet de relier Casablanca, le Nigeria et l'Afrique australe. Donc ça va faciliter cela. Il va être en dollars le fonds et il va être un fonds amélioré parce qu'on va avoir 80%, on va suivre l'indice et puis 20% de discrétion de gestion active. Mais on pourra en discuter plus tard. Donc un impact sur le développement, accès à un produit avec un haut rendement, avec une capacité d'aider le secteur privé à se développer.
C'est un produit très important pour le senior management de la banque parce qu'il vise et contribue à l'agenda d'industrialisation du continent en apportant des ressources longues. Il contribue à l'intégration du continent parce qu'il va être coté sur différents marchés et il permet effectivement de mobiliser des ressources domestiques sur le continent. Donc là, j'en ai terminé et j'ai quelques questions pour les assureurs avant d'attendre vos questions. La question c'est, est-ce que ce fonds domestique, nous pourrons en discuter après, est pertinent pour le développement des marchés obligataires sur le continent? Est-ce que ce produit est conforme aux réglementations locales? Quel rôle les sociétés d'assurance et de réassurance peuvent jouer dans le développement des marchés obligataires en monnaie locale? Et bien sûr, envisagerez-vous d'investir dans le fonds obligataire africain? Je n'attends pas une réponse aujourd'hui, mais nous attendons une réponse de la Corporation des assureurs. Nous avons déjà un intérêt prononcé au niveau d'Afrique australe et nous souhaiterons avoir une réponse de la FANAF, de la CIMA, par rapport à cet instrument que nous venons de mettre en place. Je vous remercie. Monsieur Mesui, merci. Donc on peut vous rester donc, pour peut-être recueillir 2 ou 3 réponses. On a encore quelques minutes. Okay. Voilà. S'il y a encore des questions. Voilà, je prends vos questions.